Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et que cette semaine commence bien quand on est en direct avec vous de 18h à 20h et avec Philippe Bilger, Philippe David. Philippe Bilger est là, oui, si, mais d'abord Philippe David. Oh, ça va Cécile? Oui. En pleine forme. Oui. Ah, mais vous m'avez pas demandé, c'est vrai. Non mais, non mais je vous laisse parler, j'ai l'impression que vous avez envie de parler. Parlez de vous, Philippe. Oh, non, vous allez bien? Non. J'adore. J'ai fait une gaffe. Et je me dis parfois, mais qu'est-ce que je ferais sans vous, Philippe David? Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Jean Ferrat. Bah vous emballez pas non plus. Hein. Comment? Si on vous dérange, faut le dire en fait, pas vous laisser. Vous êtes le balbutiement. Voilà. Non, bon, on aimerait bien. Philippe Bilger, bienvenue et on est ravis de vous découvrir encore en forme aujourd'hui. Bérangère Dubu qui vient de loin. De loin. Oui. Voilà, Bérangère, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'UIC. Et puis, il ne devait pas être là à cette heure-ci, il devait être là en deuxième partie d'émission, mais Bruno Pomar est arrivé, donc on a décidé de le garder avec nous. Ça va, Bruno? Ouais, les stars arrivent comme ça à l'improviste et ils sont invités. J'adore ça, moi. Et puis, participer avec des gens de cette qualité. Les stars de quoi? Vous êtes la guest star. C'est moi la star. Ah, ok, d'accord. oui, okay. Excusez-moi, Cécile. J'ai pas compris. Sachant qu'il était au raid, personne ne la ramène. Hein. Oui, À force de venir là, il prend la grosse tête. Hein. Voilà, oui, c'est oui. ça. D'ailleurs, il revient demain en plus. C'est-à-dire qu'il vient, en plus il s'assied, et voilà, il est comme ça. Je suis à la maison un petit peu, mais c'est bien, c'est ça Sud Radio, c'est l'ambiance de Sud Radio. Exactement, vous avez bien fait de le dire. Allez, le sommaire de cette émission, un peu de sérieux, on va revenir sur le musée du Louvre, le plus visité dans le monde, c'est important de le dire, qui a été victime hier d'un braquage spectaculaire. 8 joyaux de la couronne française ont été volés. La sécurité a-t-elle été reléguée au second plan, Philippe? Et on vous pose cette question. La sécurité du patrimoine a-t-elle toujours été sous-estimée? Vous dites oui à 96% et moi je le dis, ce qui s'est passé est inadmissible. Je me souviens comment on prend j'ai pris un PV pour 2 minutes de dépassement de stationnement à Paris. Là, j'ai été flashé par le numérique et on peut monter un monte charge le long du Louvre en plein jour. Ça ne pose aucun problème. Je suis scandalisé. C'est pas les mêmes services, hein, excusez-moi. Vous avez trouvé le moyen de vous placer là-dedans. Oui, parce que moi ça m'a coûté, je me souviens plus, mais ça m'a coûté de l'argent. Oui, mais vous avez tellement d'argent, c'est pas très grave. Oui. Allez, la question du soir. Le ministre de la Justice a annoncé ce lundi vouloir inscrire dans la loi la possibilité d'avoir recours à une base de données ADN enregistrée par les sociétés privées. Une méthode jusqu'ici aujourd'hui interdite en France. Et on vous pose cette question, cold case, la police devrait-elle avoir le droit d'exploiter les ADN stockés dans des sociétés privées? Eh bien moi je suis scandalisé que ce soit interdit. Pour avoir la vérité, on doit tout utiliser, y compris ce qui est stocké à l'autre bout du monde, comme c'est souvent dans des boîtes américaines. Eh ben alors, vous voulez bien sûr commenter, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300 et tout de suite, on revient sur ce cambriolage au musée du Louvre. En l'espace de 10 ans, le Louvre a supprimé 190 postes de sûreté et de sécurité au sein de l'établissement. Ça fait 15% d'effectifs en moins. La sûreté et la sécurité ne sont aujourd'hui, aux yeux du monde, plus assurées. Il y a quelques semaines, il y a à peine quelques mois, les mesures de sécurisation sont intégrées dans le nouveau grand projet du musée du Louvre qu'a voulu le président de la République. Des caméras de vidéosurveillance nouvelle génération vont être installées avec des capteurs de présence plus efficaces grâce à l'intelligence artificielle. Les vraies voix Sud Radio. Et la sécurité du patrimoine a-t-elle toujours été sous-estimée? C'est la question que l'on pose au 0826 300 300. Philippe Bilger, on est tous ébahis, en tout cas, face à cette information qui... Oui, ma chère Cécile, mon cher Philippe, je suis persuadé tout de même que le musée du Louvre, qui je crois est le plus fréquenté du monde, était sensible aux problèmes de sécurité. Et on s'aperçoit, et c'est sans doute ça qui nous saisit d'étonnement, c'est la facilité avec laquelle ils ont accompli ce braquage dans le musée du Louvre avec un tel ciblage et une telle précision, même s'ils ont heureusement perdu un des joyaux après, qu'il est évident qu'il y a des complicités internes dans ce musée. Hein. Alors, je me lance, c'est évident, je veux dire, on ne se lance pas avec un marché si étroit, une précision absolue, sans qu'il y ait à l'intérieur, mais c'est pas votre sujet, ma chère Cécile. Si, mais ça fait partie du sujet, ça fait partie du sujet.
sujet. Je dis, il faut améliorer, mais on ne peut pas, quelqu'un l'a dit hier sur TF1, on ne peut pas évidemment garantir une sûreté maximale absolue. Votre question est bien posée, Cécile, parce que est-ce qu'on a sous-estimé ? En fait, en France, je crois qu'on sous-estime tout en ce moment. On sous-estime l'état de faille de nos finances publiques, on sous-estime l'état général de la société qui est fragmentée, on sous-estime l'insécurité où je veux pas que mes enfants sortent le soir, et donc forcément, on sous-estime la sécurité. En fait, on vit dans notre gloire passée, et on n'a pas conscience des réalités, où on a quand même 4 garçons en T-Max avec un monte charge qui ont ouvert avec la disqueuse, je la même chez moi, Parkside. J'ai pas l'impression que ce soit Ocean's Eleven quand même, les gars. J'ai l'impression que c'est Kevin et Matteo qui ont pris la disqueuse Parkside et qui sont repartis en perdant la couronne de l'impératrice Eugénie. Tout est amateur. Et nos voleurs sont amateurs, et improbable. Et c'est la vérité, c'est improbable. Ouais. Non mais moi je suis quand même totalement effaré de voir que la couronne de la dernière reine impératrice de France, Eugénie de Montijo, on puisse la piquer en 7 minutes, en plein jour. Désolé, les mecs, c'est pas Albert Spaggiari dans la Société Générale de Nice en 76, c'est pas le braquage du train Glasgow-Londres, et ils y arrivent sans aucun problème. Mais je crois que le pire de tout, ce sont les communiqués qu'on a de la ministre de la Culture et tout le monde qui disent « Ah, c'est fabuleux, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, tout va bien. » Mais la France est humiliée pour la énième fois ces derniers mois aux yeux de la planète entière. Dans un pays normal, la patronne de la sécurité aurait déjà démissionné et la directrice du musée du Louvre aussi. Mais bon, je crois qu'elles ont... Avant de donner la parole à Bruno Pomar, j'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. Plus ça a l'air anodin, plus finalement personne n'y fait attention. Heureusement, il y a juste un cycliste en bas qui a trouvé ça un petit peu bizarre, qui a appelé la police. Mais c'est surréaliste. Oui, c'est surréaliste, mais en même temps, ils y sont arrivés avec une mise en scène qui était hyper simple, en fait. Qui n'était pas nulle. Hein. Mais non, absolument, c'est une très belle préparation. Il y a dû avoir des repérages en amont. Il y a peut-être de la complicité. Ouais. L'enquête nous le dira à travers les enquêteurs. 60... Ce qui est sûr, c'est rien n'est fait par hasard. Ah oui, non, c'est clair. 60 enquêteurs qui prennent la fenêtre dans l'endroit où les alarmes ont été mis en stand-by. Voilà. 60 enquêteurs de la BRB qui sont sur le dossier, comme on dit. Donc c'est pas rien. Plus Interpol, plus Europol au niveau européen, parce que vous savez qu'on a des services aussi, l'OCBC, l'Office central du trafic des biens culturels, qui sont sur le qui-vive, évidemment, pour savoir où sont vraisemblablement parties ces œuvres d'art. Et en plus, ça a été très bien ciblé, puisqu'on a pris des bijoux qui sont facilement démontables, qu'on peut revendre. On n'a pas pris le diamant le régent. Certains disent que c'est une commande, même une commande. Alors, moi, je ne crois pas à une commande d'un riche milliardaire, compte tenu du symbole que représente... déjà, commander le régent, qui est un des plus gros diamants du monde, déjà, sauf à l'exploser en 50 morceaux, mais ça, ils l'ont pas pris parce qu'on ne peut pas le transformer, c'est impossible de le refourguer. Mais tous les bijoux là sont transformables et effectivement, c'est du grand banditisme pur et dur. Je vous rappelle quand même que dans les années 1996, Philippe Bilger devait avoir 25 ans. Non, c'est le moment de plaisanterie dans un moment difficile. Je rigole. Vous aviez les Pink Panthers, qui étaient des groupuscules spécialisés dans le braquage de bijouterie. C'était des groupes d'anciens militaires de Yougoslavie, etc., qui faisaient un travail de folie, c'est-à-dire l'organisation qu'on a vue hier, organisation militaire, qui a un peu péché, Philippe Bilger l'a dit très justement, parce qu'à un moment donné, ils ont dû repartir peut-être en stress, peut-être en panique un petit peu, où ils ont fait tomber cette fameuse couronne, où ils ont oublié d'incendier le camion, parce que le camion, il fallait l'incendier, ça laisse des traces ADN. La fameuse disqueuse. Ensuite, il y a un scooter qui a été abandonné. Bref, il y a plein de preuves qui vont être intéressantes pour les services de police technique et scientifique. On dirait un film. C'est incroyable parce que on sort du film Jubilard et on passe sur un autre film. J'ai envoyé un SMS à Olivier Marchal. Moi, ça y est, on a le titre. Allez, vous restez avec nous, 0826 300 300. Dans un instant, si vous voulez bien commenter, parce que ça a été tellement commenté et pourtant, on continue à chercher des informations. 0826 300 300. On revient dans un instant. À tout de suite, soyez les bienvenus. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Philippe Bilger, Bérangère Dubu, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'UIC, et puis Bruno Pomar, fondateur du RAID Aventure Organisation. Philippe David, bien entendu, et la possibilité pour vous de remporter un très joli cadeau, votre lecteur de livres audio de la marque Prose. C'est le premier lecteur de livres audio simple, sans appli, sans écran, avec 20
000 livres disponibles. C'est l'appareil idéal en tout cas pour vous évader, être tranquille chez vous. Alors c'est simple, on vous en offre. Vous envoyez dès maintenant le mot SUD, S-U-D, au 7 20 18. Je répète, 7 20 18 par SMS. Et vous gagnerez peut-être, puisque vous aurez l'occasion de tirer au sort. Et peut-être que dans le lot, je vous en ferai un Philippe David chez vous en plus. On ne sait jamais. Philippe. Franco de port, il n'y a pas de surcharge en pondérale pour le transport, ça va nous coûter un pognon de ouf, ça c'est sûr. Il n'y a rien pour la poésie, ma chère Cécile. Il peut y avoir de la poésie. Bien sûr, il y a de la poésie. Voilà. Il y a même des livres pour enfants. Parce que comme on parlait de prose, c'était pour lui. Oui, c'est pour qu'ils comprennent. Oui, merci Monsieur Jourdain. Soyez les bienvenus et on va revenir sur le musée du Louvre au 0826 300 300 avec notre charmante Nathalie qui est avec nous de Béziers. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à toutes. Bienvenue Nathalie en direct sur Sud Radio. Donc vous l'avez vu comme tout le monde, ce spectaculaire cambriolage, braquage, comme on peut l'appeler. Braquage, il y avait des gens, je sais pas. Je l'ai pas vu. Alors, oui, c'est sûr. J'en ai entendu parler. Voilà, c'est ça. Mais vous avez vu les images, j'imagine. Alors, j'ai vu les images qui ont été filmées, je pense, par quelqu'un qui visitait le musée, puisque ça a été relayé par toutes les chaînes de télé hier soir. Oui. Et j'ai surtout écouté ce matin, puisque moi, je vous écoute tous les matins dans ma voiture en allant au boulot et le soir. Bravo Nathalie. Mais c'est vrai, en plus, vous êtes mes deux émissions préférées. Donc ce matin, Patrick Roger... j'étais bien pas d'accord avec Patrick Roger et pas du tout avec Françoise Degois. Là, j'étais énervée dans ma voiture. En écoutant, c'est le but. Parce que pour elle, c'était pas grave. C'est pas grave. Les Français n'ont rien à tirer. Excusez-moi, c'est mon coup de gueule du soir. Hein. Allez-y, vous avez raison. Je ne vous demanderai pas de droit d'auteur. Laissez-la parler. Voilà. Bref, tant mieux. C'est pas grave. Les Français ont bien d'autres intérêts dans la vie, le pouvoir d'achat, etc. La politique. Pour moi aussi, c'est choquant et scandaleux. Parce que ça fait partie de notre héritage. Moi, je les connaissais pas, ces bijoux. J'ai été les voir. Hein. Très beaux bijoux, des diamants, c'est bleu, c'est blanc, ça brille, c'est vert. J'ai vu qu'il y en avait 8 qui avaient été volés, 1 qui était endommagé. Mais c'est un principe, c'est notre héritage, c'est notre patrimoine. Qu'est-ce qu'ils diraient les Anglais si on allait à la Tour de Londres et piquer les joyaux de la reine? Vous voyez? Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, comment se fait-on qu'on ait une sécurité si nulle dans un musée international, un des plus beaux musées du monde? Vous voyez? J'ai entendu dire qu'il y avait 200 ETP, emploi temps plein, ça veut dire, hein. Donc, grosso modo, 200 personnes qui ont été supprimées, hein, des employés du Louvre, en 15 ans. Alors, vous voyez, ça montre au monde entier, là, c'est la déliquescence de notre État. Parce que ce qu'on voit à ce niveau-là, on le voit dans toutes les administrations de la France. On va faire réagir un peu Nathalie. Nathalie a raison, parce que c'est vrai qu'on fait rentrer énormément de gens au Louvre, il faudrait peut-être réduire le nombre de gens, Philippe, qui viennent de visiteurs, pour pouvoir avoir une sécurité bien plus... Sûrement, Cécile, et en même temps, je ne veux pas tirer de ce braquage une leçon positive, mais on se rend compte comme cela, apparemment, on ne pouvait pas le faire avant, qu'il y a des points faibles dans le dispositif de la sécurité du Louvre. Et pourtant, ils ont été alertés. Hein. Oui. Mais sinon, on n'imaginait pas quelque chose d'aussi limpide et d'aussi facile. Et ça va probablement entraîner un resserrement des exigences de sûreté. Moi, je trouve qu'on se rend compte surtout que le Louvre, c'est 323 millions de budget, mais qu'on a mis 500 000 euros pour refaire la cuisine de la présidente, de la directrice et de ses administrés. Là, le petit comité de direction a mis 492 000 euros pour faire une cuisine. Donc le problème, c'est pas qu'il manque d'argent. J'aurais aimé la faire. Vraiment, le Louvre, c'est le symbole de la France, en fait. Oui. Il ne manque pas d'argent, 323 millions. Juste, qu'est-ce que vous foutez de notre argent? Vous le mettez dans une cuisine et pas dans la sécurité. En fait, c'est l'exemple total où on donne, on paye, on cotise. C'est mon mouvement, vous le savez. Hein, moi, je suis assez libérale là-dessus. Et faut pas dire de gros mots à l'antenne, je n'en dirai pas, Cécile, cette fois-ci. Mais rendez l'argent ou utilisez bien. La personne qui a mis 492 000 balles pour se faire une cuisine, elle doit aujourd'hui pointer à Pôle emploi, en fait. Non, mais une question quand même qui se pose. Les gars n'étaient pas armés, ils auraient eu des kalachnikovs. Que tout le monde parte, évidemment, je l'aurais compris. Mais là, on nous dit, ils avaient des disqueuses, on est parti se mettre en sécurité.
Non mais où est-ce qu'on a vu ça? Les mecs, ils étaient 4-5, c'est ça? Vous venez à 20, à 25, et vous prenez, je sais pas, les extincteurs, ce que vous avez sous la main, oui, etc. Enfin, après, c'est facile de dire ça. Cécile, quand tu es agent de sécurité, toute ta vie, t'espères qu'il y a un braquage pour être héroïque. Voilà. Tu ne fais que ça. Toute ta vie, t'attends que ça arrive pour être héroïque. Et là, on est parti se planquer. Non, mais malheureusement, vous savez que tous ces agents ne sont pas formés comme ils le devraient, que ce sont ni des policiers, ni ce sont des gens qui surveillent, mais de là aller au contact, c'est un autre sujet en fait. Donc moins de cuisine et plus de formation. Absolument. Oui, a priori, les consignes, c'est courage, fuyons. C'est ça le problème aussi. C'est comme le pas de vague dans l'éducation nationale. Hein. En tout cas, j'imagine que cette affaire sera feuilletonnante et donc on entendra bien entendu parler. Merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté notre invitation. On est très, très heureux de vous avoir en direct et à très bientôt en tout cas, et tout de suite on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et l'iconique marque de sirop Tesser ferme son site de production en Isère. Avec vous, François-Louis Bourneau. Bonsoir Cécile. Même dilué à l'eau, c'est une annonce qui passe mal. Ah, pas mal. Après plusieurs jours de grève, la direction de Tesser France a confirmé la fermeture de son usine historique de Crolles en Isère. Un savoir-faire local de 300 ans qui s'efface et qui entraîne avec lui près de 170 suppressions de postes nets. Un crève-cœur pour les salariés qui voient disparaître un site vieux de plus de 50 ans. La production des sirops serait désormais confiée à l'entreprise Slor-Sardé, basée en Normandie. Et puis c'est monsieur le maire Philippe Lorimier qui va nous en parler. Monsieur le maire, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes maire de Crolles en Isère. Alors que comment cette entreprise de 300 ans en est-elle arrivée là ? Écoutez, je crois, j'ai déjà déclaré, je pense que c'est un manque d'investissement qui est à l'origine effectivement de ce choix de relocaliser la production industrielle sur une société qui s'appelle la Martiniquaise au Havre. Donc c'est 205 quand même emplois supprimés, notamment sur la chaîne de production. Hein, c'est 170 net, mais c'est 205 des employés qui étaient sur la chaîne de production sont les principaux touchés. On est passé, c'est un exemple également de la financiarisation de nos PME-PMI, puisque en fait c'est une entreprise familiale qui a été vendue suite à des différends en 2010 à Britvic, le groupe Britvic, un groupe anglais qui a été repris depuis par Carlsberg, donc la marque de bière bien connue. Donc on est sur une logique effectivement plutôt financière plutôt que une gestion familiale proche des territoires qui fait que quelque part vos employés c'est important, les salariés c'est important, ce lien entre le porteur d'entreprise et les salariés disparaît quand vous êtes sur un financier. Est-ce que le sirop c'est encore en vogue quand même comme produit dans l'alimentation des Français ? Ça reste encore quand même un produit utilisé, même si Tesser avait le leadership de la marque. Le problème, c'est qu'avec le temps, il se positionne dans un moyen de gamme, parce que bien évidemment, compte tenu de votre portefeuille, vous allez plutôt choisir un produit grande surface plutôt que sur un produit de marque. Et puis de l'autre côté, on a le développement de produits plus qualitatifs qui vont au-delà du sirop, qui sont utilisés dans les desserts, etc. Donc c'est aussi une question de positionnement effectivement sur le marché existant. Alors vous promettez de sauver la marque. Concrètement, quels sont les objectifs ? Sauver la marque. Non, moi je ne promets pas de sauver la marque. Vous savez que les maires n'ont pas de baguette magique, ils ont simplement les compétences que leur concède l'État. Donc nos compétences, c'est déjà d'accompagner demain les salariés qui seront en difficulté. La compétence économique est dédiée aujourd'hui à la communauté de communes du Grésivaudan. Donc j'ai eu des échanges avec la communauté de communes du Grésivaudan, également avec la métropole grenobloise, parce que même si l'usine était sur Crolles, c'est une marque historique grenobloise. Donc c'est comment les collectivités peuvent s'organiser pour voir de quoi l'avenir sera fait. Pour l'instant, moi je pense essentiellement aux salariés qui sautent un peu dans le vide sans parachute. Et il y a des habitants de la ville de Crolles qui font partie de ces salariés et pour eux ça a été un choc, pour leur famille également, pour leurs enfants
enfants. Hein. Moi, j'ai côtoyé des... Voilà, il faut quand même bien voir ça. Et quand on est dans la sphère financière, effectivement, c'est des choses qu'on ne regarde pas. On regarde essentiellement l'efficacité et l'humain. Ouais. On ne regarde pas l'humain, on ne regarde pas trop l'humain parce que je pense qu'on considère l'humain comme des pions. Non, je parle de vous, l'humain. Oui, c'est ça. Bien sûr. Non, mais nous, on regarde l'humain parce qu'on est des élus de proximité. Absolument. Et, heureusement que nous sommes là. Merci beaucoup, monsieur le maire Philippe Lorimier, d'avoir accepté notre invitation de Crolles en Isère. Merci mille fois. Plaisir. Merci à vous. À très bientôt. Merci, monsieur le maire. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix avec Philippe Bilger. Le garde des Sceaux fait-il bien d'aller voir Nicolas Sarkozy? Non. Bérangère Dubu. Je vais parler de Louis Boyard, mon petit chouchou de la France Insoumise. D'accord. Philippe David. Le Conseil d'analyse économique confond baisse des dépenses et hausse des impôts, c'est gênant. Moi, je voudrais faire une parenthèse par rapport à la séance de la politique qu'on a vue ces derniers jours avec les maires du rural dont je fais partie. Allez, on en parle dans quelques instants. Soyez les bienvenus, 0826 300 300. Vous êtes bien entendu. Vous faites partie aussi de ces vraies voix Sud Radio. Donc on vous attend jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de cette table bien fournie aujourd'hui avec Philippe David, bien entendu. Ça va mon Philippe? Vous en sortez avec ce casting de... Surtout que faire un débat sur le Louvre alors qu'il n'y a que des joyaux dans le studio. Oh, c'est beau. Elle est très bonne, elle est fine. Mais ne le dites pas trop parce qu'il pourrait nous les voler. Philippe Bilger, bien entendu, est avec nous, Bérangère Dubu, et bien entendu, Monsieur Pomard. Je dis monsieur. L'invité de... Oui, l'invité qui n'était pas invité. Oui. Voilà, tout de suite le tour de table de l'actu. On est convoqué à table ronde. Oula, le pognon, à la limite, on ne cracherait pas dessus, mais là, c'est pas le problème. Bon, alors quoi? C'est vous voulez des terres? Des terres? On est déjà pas assez pour s'occuper de celles qu'on a. C'est scandaleux. Bah alors quoi? C'est compliqué à expliquer en même pas une minute. Dans le détail, on sait pas, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'on en a plein le cul. Le tour de table. De l'actualité. Et on peut commencer par Philippe Bilger avec Gérald Darmanin qui sort peut-être de sa fonction de ministre par amitié pour n'importe quoi. Nicolas Sarkozy, pardon. On a toujours un scrupule, ma chère Cécile, de parler devant le bijou qu'est Philippe David sur le plan intellectuel. Mais c'est du faux. Philippe Sengo, trop façon. Ceci étant dit, j'ai eu la chance d'avoir un échange avec Gérald Darmanin ce matin. Je crois que à propos de Nicolas Sarkozy, quoi qu'on pense du jugement, moi je considère que le jugement est remarquable, d'autres le critiquent, peu importe, je trouve tout de même que, en dehors du processus judiciaire, on en fait beaucoup autour de lui et on montre pour le commun des citoyens à quel point il y a encore une justice, à son sujet en tout cas, terriblement inégalitaire. Le président Macron a reçu Nicolas Sarkozy pendant 1 heure. Certes, il n'a pas parlé du fond de l'affaire, paraît-il. Ensuite, Gérald Darmanin va aller le voir en tant que garde des Sceaux. Il va vérifier, pourquoi pas, les conditions de sécurité. Que les enfants organisent quelque chose demain matin, je peux le comprendre, l'affection dirige, gouverne tout. Mais pour le reste, je trouve que ça peut commencer à insupporter l'opinion publique de voir à quel point quelqu'un qui, de mon point de vue, a été déclaré coupable, qui a fait appel, est traité, est dorloté, alors qu'au fond, la plupart des gens, même des délinquants parfois de bonne foi, ou des criminels qui contestent aussi les faits qui leur sont reprochés, n'ont pas cette chance médiatique ou politique. Est-ce que c'est un événement exceptionnel pour vous, Bérangère Dubu? En réalité, soit... il est coupable, puisque la justice l'a décidé, qu'un garde des Sceaux, dans sa fonction, aille voir quelqu'un de condamné, à titre personnel, me choque. On peut être fidèle à ses amitiés, mais être fidèle à ses amitiés, c'est aussi accepter la faute de l'autre. Moi, quand je travaillais en banque, j'ai un collègue qui a volé de l'argent, et c'est moi qui m'en suis rendu compte, je l'ai dénoncé à la direction.
Et je l'ai dénoncé et je ne vais plus parler. Et quand il m'a appelé pour témoigner, j'ai dit non, tu as volé. En fait, la loyauté, l'honnêteté, la droiture, à un moment donné, elle demande, quels que soient les actes, ce n'est pas lâcher son ami. On peut écrire à son ami, on peut être là à sa sortie. Aller le voir en tant que garde des Sceaux est extrêmement choquant. Et comment les Français peuvent comprendre derrière qu'il y a cette espèce de dichotomie. Si la personne est condamnée, alors elle doit purger sa peine et tout le monde doit avoir un peu de décence, je crois. Moi, ça me choque. Juste pour vous dire que Patrick Roger sera en direct demain entre 7h et 10h et c'est une émission spéciale justement pour l'entrée de Nicolas Sarkozy en prison. Je m'insurge par rapport aux propos de nos deux amis. Bon, Philippe Bilger, ça ne m'étonne pas, compte tenu que j'ai l'impression qu'il est en contentieux avec Gérald Darmanin. Non, pas du tout. Non, j'ai l'impression un petit peu quand même. Hein. Allez, on y va. Mais quoi qu'il en soit, ça me gêne parce que Gérald Darmanin est un gars fidèle. D'ailleurs, on l'a bien vu, il est fidèle au président de la République. Oui. On peut être d'accord avec ou pas, mais en attendant, il est fidèle. Il est fidèle avec les amitiés qu'il a nouées avec Nicolas Sarkozy. Parce qu'on a plein d'autres sujets. Donc, je pense qu'à ce titre, il a le droit de le faire. Pour autant, il n'a pas d'empreinte vis-à-vis de la justice, puisqu'elle est totalement indépendante. Elle a sanctionné Nicolas Sarkozy. À titre personnel, pas à titre de garde des Sceaux. C'est cette nuance qui est gênante. Oui, Bérangère. Philippe David. Alors moi, j'ai vu un truc absolument dingue. J'ai ri, désolé en le voyant. C'est Ouest France qui a mis dans ses pages des mesures préconisées par des économistes du Conseil d'analyse économique pour avoir de l'impact sur les finances publiques. Alors il y a colonne de gauche, hausse des recettes, colonne de droite, baisse des dépenses. Alors dans la hausse des recettes, faut restaurer la taxe d'habitation, augmenter la TSCSG, l'impôt sur le revenu, la TVA, l'ISF. J'arrête là cet inventaire à l'après-vert. Mais le plus drôle, ce sont les baisses de dépenses. Alors je vous les donne, accrochez-vous bien, c'est du très lourd. Supprimer ou réviser l'allègement de la taxation de l'héritage. Bon, on est taxé à 45% quand c'est frère à sœur, et il n'y a qu'un abattement de 100 000 euros quand c'est en ligne directe parent-enfant. Supprimer l'abattement fiscal de 10% pour les retraités. Supprimer les tarifs réduits sur le gaz, le gazole, les biocarburants et l'électricité. Supprimer la TVA à taux réduit pour la restauration, la rénovation énergétique ou les travaux dans le bâtiment. Réformer les niches sociales. Supprimer l'exonération d'hier d'impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires complémentaires. Supprimer les niches fiscales des revenus du capital. Et en fait, il n'y a pas une seule baisse de dépenses, il n'y a que des hausses d'impôts. Alors je me demande si au Conseil d'analyse économique, ils savent ce qu'est une baisse de dépenses. Manifestement non. Vous avez trouvé ça où, Philippe? Sur Ouest France. Ça, c'est le sujet qui m'énerve parce que je l'ai vu. Et ça, c'est mon métier. D'un côté, il y a marqué hausse des recettes, donc on augmente tes impôts. Et dans baisse des dépenses, on réaugmente en fait tes impôts. Et il n'y a aucune dépense. Vous le savez, l'ADEME, 4 milliards pour dire quand est-ce qu'on change de slip. À Fouera, on pète. La culture, sur 1 000 euros, on met 26 pour la culture quand même et 4 pour la justice. À Fouera, les punks à chiens et leur festival, on pète aussi en 2, ça ira beaucoup mieux. Non, mais à un moment donné. On dit à Fouera. Non, mais moi, s'ils veulent que je les aide à baisser la dépense publique, j'ai une liste qui est prête, on va y aller très vite. C'est ridicule. On est à 2 doigts du précipice, on est à FMI moins le quart, on a encore été dégradé par une agence de notation, la dette explose. Et il t'explique que le problème, ça serait quoi? C'est les 50 balles d'alloc que tu as quand ton gamin a 14 ans, ou ça serait, je sais plus trop, le problème qui est sur l'éthanol. L'essence est déjà taxée à 80%. Donc en fait, visiblement, ça pourrait être rejeté. Ça pourrait être rejeté, mais rien de ça. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Encore une fois, oui, effectivement, on ne sait pas à quoi baisser. On a les fameuses 1000 agences qui nous coûtent 80 milliards d'euros. Là, visiblement, comme on place tellement de copains, on se dit, on ne va pas y toucher. Et là, j'ai l'impression que dès que le sujet arrive, tout le monde tourne la tête. Ouais. Non, mais c'est affolant. Et on le voit avec France Télévisions. Comme dit, 4 milliards pour nous produire quoi? Franchement, c'est désastreux. Allez, puisque vous avez la parole, Bérangère, et la langue bien pendue aujourd'hui, la montre de Louis Boyard. Je suis fatiguée. Donc, heureusement, ça nous arrange. Je suis fatiguée. En attendant, juste avant le plateau, je suis tombée sur une vidéo extraordinaire de Louis Boyard. Il est dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il va être interrogé par BFM et il fait ce petit geste discret comme ça. Hop. C'est pas du tout radiophonique. Il prend sa montre. Oui, je suis à la radio. Il prend sa montre, il enlève sa montre, il la met dans sa poche. Et là, il arrive sans montre à BFM, montre dans la poche, et il dit il faut taxer les ultra riches. Donc Louis, en fait, pourquoi t'as enlevé ta montre? Déjà,
déjà, ta montre, on s'en fiche, quelle que soit, elle doit pas être très chère, mais c'est pas la question. T'as enlevé ta montre, pourquoi? Tu crois qu'on est bête au point de pas savoir qu'avec tes 7500 balles de député, tu fais partie des 5% des Français les plus riches. Oui. Tu crois qu'on est bête au point de pas savoir qu'avec ta petite copine, qui est également députée, vous êtes à 15 000 à 200 gamins, et que là, vous faites partie des 1% les plus riches. Tu crois qu'on est assez bête pour pas savoir que ton patron, Jean-Luc Méluche, a un patrimoine de 2 ou 3 millions d'euros. Non, c'est Mélenchon. Ça. Mélenchon, il a 2 ou 3 millions d'euros de patrimoine sans avoir travaillé. Il fait partie des 5 plus riches. Et que Chirigo, qui était la campagne, Chirigo, voilà, qui a pris 10 000 euros par mois pour faire la campagne. On le sait que vous êtes riche à la France Insoumise. Ouais. On le sait que vous avez de l'argent. Donc évitez de mentir et de cacher. Le problème, c'est pas ta montre, Louis. Le problème, c'est ce que tu fais, c'est tes idées, c'est de l'hypocrisie. Donc garde ta montre et change plutôt ton discours. Voilà. Vous l'avez vu cette vidéo, il est rhabillé pour l'hiver. Hein. Oui. Il y a quelque chose de... mais je comprends tout ce qu'a dit Bérangère. Il y a quelque chose d'assez touchant chez ce prétendu révolutionnaire qui, devant passer à la télévision, prend la précaution d'enlever sa montre en disant « on va me la reprocher », ce qui est absurde. Hein. Oui. Mais bon... je crois qu'il y a rien à mais pourquoi? Mais il faut assumer, en fait. Rajouter, oui, mais en même temps, ils ont un rôle à jouer. Ils sont pour les pauvres, ils sont pour les banlieues, ils sont pour les gens qui... À ce moment-là, quand on vient à l'Assemblée nationale, on se défait de tout signe extérieur de richesse et on vient le plus sobre possible. Ouais, donc, alors il aurait peut-être démontré qu'il avait gagné sa vie, réussi sa vie, comme aurait dit Séguéla. Si c'est une Rolex, oui. Écoutez, moi je l'ai découvert dans une émission très connue, puisque j'étais chroniqueur avec lui, à part avoir fait un an de fac, que je n'ai pas fait évidemment, mais j'ai fait qu'un BEP de comptable. Un an de fac, militant, il est député, formidable. Dealer au milieu. Quelle carrière, hein. Il y a eu dealer au milieu quand même. Et dealer un petit peu, ouais. Dealer au milieu quand même. Dealer quoi? Formidable. Non, je plaisante. Excellent, c'est mon niveau. Oui. Heureusement que je suis là. Mais on va continuer à gueuler vis-à-vis de ce qu'on a vu, de cette séance qu'on a vue de la politique depuis quelques jours. Et je pense à mes compatriotes maires du rural. Moi, je reviens encore le week-end dernier d'un petit conseil municipal dans mon petit village. Et j'ai rencontré pas mal de mes élus, des copains élus, qui galèrent toute la journée à faire vivre leur village, à trouver quelques moyens pour faire vivre leur village, pour les dynamiser, etc. Et quand je vois toute cette smala en train de se disputer pour des postes, c'est ce qui se passe actuellement, pour ne pas perdre leurs postes les uns et les autres, à droite comme à gauche, c'est-à-dire on va pas faire de dissolution parce que, pas pour l'intérêt du peuple ou quoi que ce soit, parce qu'il faut la continuité, non, tout simplement parce que si on dit, j'aurai plus de mandat, et oui, évidemment, il risque fort vis-à-vis du RN qui est en pleine ascension, ça fait peur à tout le monde. Et pendant ce temps, les petits maires du rural sont en train de crever, et il faut savoir qu'aux prochaines élections municipales, je vous assure, il va y avoir une hécatombe de maires qui vont se barrer, parce qu'on ne peut plus supporter le national, point. Ça c'est vrai. Philippe. Moi je pense, connaissant le village où notre ami Bruno Pomar est maire, je me dis que quand c'est Belleflou, il n'y a pas de loup. Voilà. Mais c'est un vrai sujet, et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup aussi, Bérangère. Surtout, c'était imprévisible sur Belleflou. Oui. Et on oublie de dire aussi l'engagement de ces maires ruraux, qui ont eu en tout cas des dédommagements qui sont vraiment minimums. 300 € par mois. Voilà, 300 € par mois. 30% qui ne se représentent pas. Non, c'est ça. Et il faut savoir qu'on a 35 000 maires. La moitié sont des petites communes en France. Bien sûr. C'est un scandale. Mais on veut que ça disparaisse. Regardez la parité. Autant d'hommes que de femmes. Comment je fais, moi, dans mon village, on est 11 élus. Je peux pas. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on va disparaître, tout simplement. Mais parce qu'on veut regroupement de communes. Je dis toujours, c'est la première fois qu'on se croise à l'émission Bruno, mais je dis toujours, moi, que si la France était gérée comme les maires des villages ruraux, moi je suis une rurale, gère leur village, etc., la France irait très bien, je crois. L'instance dans laquelle je crois, c'est les maires, aujourd'hui, comme exemplarité. Allez, vous restez avec nous dans un instant, puisque c'est le premier jour de vacances aujourd'hui. On vous dit où aller pour ces vacances d'automne. Dans un instant, 0826 300 300, sachez que cette émission est pour vous, par vous. Et donc ce numéro est le vôtre. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai. Wow. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et comment ça va, mon Philippe David? Ça va très bien, et vous? C'était bien ce petit week-end sans moi? Oui, vous m'avez manqué. Et vous m'avez manqué. Bien sûr, arrêtez de dire ça, c'est pas vrai, je vous crois pas.
Et Philippe Bilger, vous m'avez manqué aussi. J'étais très triste. Ah bon, vous êtes adorable. Même pas un Mais même quand vous êtes là, vous me manquez, c'est ça le problème. Oh, c'est beau. Nous aussi, on va faire bande à part, en fait. On va se parler entre nous. Et vous nous manquez, mais de respect, alors faites attention. C'est parce qu'on est petits nouveaux, c'est ça? C'est ça. Bérangère Dubuc est avec nous, Philippe Bilger, Philippe David et Bruno Pomar. Tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et pour les vacances de la Toussaint, direction Cauterets dans les Pyrénées, une destination très prisée des familles et des randonneurs. Et Anaïs Aguillon est avec nous, directrice de l'Office du tourisme de Cauterets dans les Pyrénées. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, forcément, on s'est dit qu'aujourd'hui, première semaine de vacances, premier jour de vacances. Comment s'est passée cette première semaine à Cauterets? Est-ce que c'est parce qu'on se pose toujours la question, tout le monde dit, nous, on n'a pas les moyens de partir en vacances. Et pourtant, on voit beaucoup de gens sur les routes. Oui, c'est vrai. Et puis la montagne continue d'attirer vraiment. C'est quelque chose l'hiver, c'est valable aussi l'été, et c'est le cas de plus en plus au fur et à mesure pour l'automne et les vacances de la Toussaint. Donc on est ravis d'accueillir les vacanciers de cette semaine. Est-ce que ce sont des tarifs un peu plus abordables que l'hiver, pardon? Alors oui, évidemment, on a des tarifs très abordables pour se loger, et puis les activités aussi sont quand même beaucoup plus accessibles. Là, on va vraiment se retrouver en pleine montagne. C'est vraiment pour des balades en famille, le long des cascades, des cours d'eau. En ce moment, c'est magnifique. Les arbres ont changé de couleur. On est sur du orange, du jaune, du vert. Donc, les gens qui viennent ici à la montagne en vacances, c'est pour vraiment se ressourcer et faire des activités un peu différentes. Alors j'ai la chance de très bien connaître Cauterets, comme je suis un peu régional de l'étape, mais je viens de la vallée Toye, désolé, à côté. Et c'est magnifique, à Cauterets, on skie dans un cirque qui s'appelle le cirque d'Ulysse, et c'est une des stations les plus enneigées des Hautes-Pyrénées. Ça ne m'étonne pas que vous ayez travaillé dans un cirque, vous. Et il y a même un proverbe, vous savez, sur Cauterets, c'est à Kautalèche, toutes les galèches. À Cauterets, on guérit tout, parce qu'il y a des eaux thermales qui ont la réputation de guérir plein de choses. Et je vous le dis même en patois. Ça fait peur, ça. Il y a déjà un peu de neige sur les sommets, ou en allant vers le lac de Gau pour faire un peu de raquette ou quelque chose comme ça. Ah, la neige, elle n'est pas encore arrivée, elle est pas encore parmi nous, non. Pour l'instant, on voit pas les sommets enneigés. Mais est-ce que en tout cas, la station est pleine aujourd'hui? Alors aujourd'hui, elle n'est pas pleine. On a quand même des vacanciers qui sont là. Tous les commerçants sont ouverts, les restaurants, les bars. Donc c'est vraiment sympa pour profiter de la montagne dans un cadre différent. Il y a moins de monde. Ça doit être bien. Du coup, dès qu'on se promène, on voit tout de suite, on peut voir des isards qui descendent petit à petit. Donc c'est beaucoup plus sympa pour apprécier vraiment la nature. Mais c'est une tourisme international ou c'est plutôt très français? Non, là, on a pas mal d'étrangers, c'est vrai. Ces derniers temps, notamment avant les vacances, on avait vraiment beaucoup d'étrangers. Et il y en a de plus en plus chaque année qui sont aussi attirés par les Pyrénées. Parce que, voilà. C'est beau les Pyrénées. Moi qui suis du Sud, les vraies vacances dans la montagne, on va pas dans les Alpes, chez nous on va aux Pyrénées. C'est un acte politique. On mange des bousiques. Voilà, chez moi on mange des bousiques, on va dans les Pyrénées. Voilà, parce qu'en fait mon mari, désolé chérie, on n'ira pas encore dans les Alpes. Et c'est vrai que les Pyrénées ont su se réinventer, ça fait 10 ans, en étant des stations qui sont aussi agréables l'été. On y allait cet été faire un tour que l'hiver. Il y a plein d'activités avec les enfants, avec dans la nature. Pour les enfants, il y a des parcours, il y a des randos à tous les âges. Et c'est vrai que c'est une excellente destination en automne où les tarifs sont relativement faibles. On peut faire beaucoup de choses et je suis assez fière de voir que notre région, c'est encore l'Occitanie, on est à la limite, a su très vite s'adapter au changement au niveau des vacances. Ils ont su se réinventer, mais d'ailleurs la région Occitanie a fait beaucoup pour aider toutes les stations qui étaient un peu en perdition même, parce que par rapport aux stations des Alpes qui sont très connues, moi d'ailleurs pareil, je préfère les Pyrénées parce que c'est déjà plus accessible. Et c'est vrai que tous ces coins, Cauterets, c'est beau. Évidemment chez moi, mais c'est pas vraiment la campagne, la montagne, c'est Belleflou quoi. Ah ben oui. Mais c'est quel tarif? Anaïs Aguillon, alors nous on a besoin de savoir sur le pouvoir d'achat. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui des stations telles que les vôtres en été, en été en tout cas au début de l'hiver, est-ce que c'est plus accessible financièrement? Est-ce que là pour le pouvoir d'achat on est vraiment sur des vacances qui nous correspondent? Bien sûr, on est vraiment sur tous les tarifs, sachant que en fait, ça coûte combien une semaine chez vous à peu près? Pour une famille, 2 enfants moyens, voilà. Pas moyen de taille, mais une famille moyenne. Tous les chroniqueurs n'ont pas les moyens de Philippe David. Je vous en prie. Oui, c'est vrai. Mais en plein hiver... Attendez, laissez la répondre.
Anaïs ? Pour une famille, par exemple, on va trouver... L'avantage à Cauterets, c'est qu'on va avoir un petit peu tout type d'hébergement qui vont répondre un peu à toutes les envies et tous les tarifs aussi. Mais là, par exemple, juste sous les yeux, je vais avoir 5 nuits pour 4 personnes. On est à un peu moins de 300 €. Et on peut descendre encore plus. Tout dépend, voilà, les attentes aussi. Mais je dirais entre 250 et 550 €, là, ce que j'ai sous les yeux, par exemple, tout de suite, c'est ce qu'on peut trouver pour une semaine. Pour une semaine, c'est très abordable. C'est très abordable. J'ai presque envie d'y aller avec vous. Alors surtout qu'il y a une spécialité. Mais il faut vraiment s'adapter, vous avez raison, parce que, attention, l'Espagne n'est pas loin et c'est pas cher. Oui, c'est vrai. Moi, je suis à Alquezar, c'est des endroits super. Ouais, il faut faire attention. Hein. Et il y a une spécialité à Cauterets qui est délicieuse, ce sont les berlingots. C'est des bonbons qui sont fabriqués artisanalement. C'est délicieux. Eh bien, on va peut-être échanger parce que vous vendez très bien aussi quand même Cauterets. Vous êtes pas mal. Vous pourriez bien. Non mais Anaïs, vous le supporterez pas. Laissez tomber. Les gens n'écouteraient que ne se feraient rien d'autre. Nous, on est obligé d'avoir une compensation pour travailler avec Philippe David. Parce que sinon, c'est trop compliqué. La prime de pénibilité, c'est le prix de toutes les remontées mécaniques de Cauterets. Alors voyez un peu. Anaïs Aguillon, merci. Vous êtes directrice de l'Office de tourisme de Cauterets dans les Pyrénées. Ça donne très envie. En tout cas, merci beaucoup et on est très heureux de donner toujours un éclairage de nos belles vallées françaises. Merci 1000 fois. Allez tout de suite, et si j'étais ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Alors on ne sait pas si vous ne savez rien faire ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, mon cher André D'Antoni, vous êtes ministre de la Culture. Hervé. J'ai dit quoi? André. Prouvez-le. Parce qu'à la rigueur, vous auriez dit Richard D'Antoni, ça passait mieux. Ça c'est très homme politique. Non, je me souviens pas d'avoir dit. Hervé, D'Antoni, vous êtes ministre donc de la Culture. Et si vous étiez ministre, quelle serait votre première mesure? Écoutez, première mesure, moi, ce serait dans deux directions. Ce serait de pouvoir toucher avec l'éducation nationale, les élèves du primaire à partir de CE2, CM1, CM2. Et puis les collégiens de 5e et 4e pour refaire découvrir l'histoire de France en envoyant des missionnaires, notamment des conservateurs ou alors ceux qui s'occupent des archives municipales, etc., pour faire redécouvrir la France. L'histoire de leur pays. Oui, exactement. Et puis d'autre part, de demander aussi, si vous voulez, aux chaînes de télévision publiques d'imaginer des documentaires ou des fictions sur l'histoire de France en particulier. Plus compliqué. Et sur la France, voilà, parce que c'est ça qui manque, le lien. Moi, je me rends compte qu'en définitive, il y a beaucoup de gens qui arrivent en France et qui ne s'intéressent pas à la ville dans laquelle ils vivent et qui ne s'intéressent pas au passé de la ville, à l'architecture de la ville en particulier, mais il y a dans tous les domaines, c'est la même chose. Alors moi, j'adore nos ministres à Sud Radio, hein, Philippe Bilger. Oui, surtout, monsieur le ministre, quand vous annoncerez votre programme, le deuxième est parfait, dites pas je veux toucher les CM1. En ce moment, c'est un peu dangereux. Oui, c'est vrai. Il y a des éléments de langage. Bon, en tout cas, c'est une très belle proposition, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, étant moi-même ministre de l'économie, je suis désolée de vous dire que ce que vous voulez n'arrivera pas parce que je vais péter France Télévisions 4 milliards et qu'on va baisser leur budget. Donc vous n'aurez pas ces films du service public. Je suis désolée. Il y aura plus d'argent ailleurs. Non, ça c'est la politique politicienne. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est vrai que c'est une belle idée de rencontre, Bruno Pomar. Mais ce qu'il dit là, c'est la politique de bon sens. C'est du bon sens. Réapprendre des choses à base, apprendre à lire, à écrire à côté. Enfin, on en parle, ça fait con. On nous dit ouais, mais c'est bien de savoir parler le latin. Moi, je veux bien. J'en ai jamais. Il paraît que c'est formidable. Mais commençons déjà à parler français et ça ira bien. Allez-y, Hervé, allez-y. Monsieur le ministre. À un autre niveau, ça a déjà existé. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, les figurines Mocarex dans les années 60. Non, je vous le dis, c'est un café dans lequel il y avait des figurines qui représentaient des personnages d'histoire de France et il y avait un concours qui était fait tous les ans et on gagnait, celui qui gagnait ou celle qui gagnait gagnait une voiture. Donc c'est les années 60, donc c'est quand même important. Mocarex, oui, Mocarex, voilà. Et
celui qui gagnait, c'est celui qui décorait le mieux, si vous voulez, les personnes historiques, que ce soit la guerre 14-18 ou Louis XIV, que c'est qu'on a parlé aussi des bijoux de la couronne. Donc voilà. Donc ça s'est fait, mais il suffirait de le systématiser et puis de le décentraliser au niveau des départements et des régions, voilà, et même des communes. Eh ben, vous avez bien raison. J'adore ce ministre de la Culture. Et surtout que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Oh, c'est beau, c'est très beau. C'est beau, Philippe David. Pour une fois que mais c'est pas de moi. Non. C'est pour ça que c'est bien. C'est André Malraux. Et moi, merci. Non, c'est Paul Valéry. Je dirais que c'est l'inverse. C'est pas ça. Bon. Merci en tout cas, Hervé. Merci, monsieur le ministre des Hauts-de-Seine, d'Antony. C'est éphémère. Hein. Merci beaucoup, en tout cas, pour venir quand vous voulez. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Le secourisme mis en danger par l'inconscience des gens, ça va être mon coup de gueule. Allez, on en parle dans quelques instants. En attendant, on fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Mais je ne suis pas seule, je suis très bien entourée encore ce soir avec Philippe Belger qui est avec nous. Ça va mon Philippe? Ah, très bien. Tant mieux. Bérangère Dubu, directrice, pas du tout, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'UIC. Ça va? Je vais bien. Faut prendre des calmants quand vous venez ici. Et pourtant, je suis fatiguée aujourd'hui. Ah ouais, oula. Heureusement. Oui, ça nous arrange. Bruno Pomar est avec nous, fondateur du Raid Aventure Organisation et maire de Bellefloux. Ça va la mairie? Ça va très très bien, je reviens d'un conseil municipal. Vous ne vous rendez pas compte, vous qui êtes dans les médias, la difficulté que c'est d'être maire. Ah bon, mais vous êtes. Et comment dans on les peut ne médias pas s'en rendre compte puisqu'on les a quasi tous les jours au téléphone? Non, je on peut m'adresse discuter à avec Philippe eux. Belger en particulier. Ah d'accord, ok. Oui. Et pourquoi vous regardez Parce qu'il a un strabisme divergent. Il y a un rebond, il y a un C'est rebond pour ça que vous n'êtes jamais à la mairie. C'est ça. C'est pas très gentil de votre part. Non, mais vous êtes toujours dans les médias. Non, mais vous avez tout à fait raison, et c'est ce qu'on me reproche parfois. Mais comme je porte la parole des élus du rural, et vous le faites bien. Merci, mon cher Philippe. Non, mais vraiment. Il n'y a pas de fin. En fait, à votre phrase, il n'y a pas de fin. Comme je porte la... Okay. Parce que nous, on a l'image, il a montré ses muscles, il fait comme je porte, il a montré ses muscles, on a fait waouh. Et on a arrêté en fait. Les auditeurs n'ont pas l'image. C'est ça la fin de la phrase. Excusez-moi, je ne comprends rien à cette émission aujourd'hui. Je vous le dis. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, il y en a un qui est là en disant j'ai des trucs à dire, c'est Philippe David. Tout de suite, le coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village réputé pour être le plus beau site de France, puisqu'il s'agit du Mont-Saint-Michel. Pourquoi le Mont-Saint-Michel? Parce que samedi dernier, 7 personnes ont dû être secourues par hélicoptère après avoir été isolées par la marée montante. Un premier groupe de 4 personnes, un groupe de 2 et une personne isolée. Dieu merci, ni mort ni blessé, mais il me semble bon en ce début de vacances de devoir rappeler plusieurs choses. Tout d'abord, la sécurité est un problème de responsabilité individuelle. C'est donc à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités. En revanche, comme les secours sont payés par la collectivité, il serait bon que les fautifs soient sollicités financièrement quand on doit faire appel à des secours très coûteux, notamment en hélicoptère, d'autant que ces 7 cas sont loin d'être isolés, puisqu'en 2024, 407 personnes ont dû être secourues sur le littoral Manche-Mer du Nord pour les mêmes raisons. Rappelons d'ailleurs cette stupidité française que les secours sont payants sur les pistes de ski si on n'a pas pris d'assurance, mais gratuits quand on skie hors piste. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi penser aux hommes et aux femmes qui portent secours. Pour bien connaître des secouristes en montagne, je pense à un de mes copains, CRS dans les Pyrénées, qui a perdu 2 de ses collègues lors d'opérations de sauvetage à Gavarnie et dans le massif du Néouviel, au-dessus de Barège. Car quand on se met en danger, on met aussi en danger la vie des autres, ceux qui viennent nous porter secours. Alors c'est vrai, on peut prendre toutes les précautions et avoir un grave problème. Ainsi va la vie. Mais on ne va pas marcher dans une zone où on monte les marées sans avoir regardé les horaires des marées. On ne skie pas hors piste. Quand on va faire de l'alpinisme ou de la randonnée, on consulte la météo et on prévient de son itinéraire et de son heure prévue de retour. On se doit d'être responsable pour soi, pour ses proches et bien évidemment pour ces inconnus qui mettent leur vie en jeu pour venir nous sauver en cas de problème, car eux aussi ont une femme ou un mari, des enfants, une famille, des amis. Ça, très bien. Mais il a totalement raison parce que... Pardon. Pour quelle raison, Philippe, ce projet de faire payer ceux qu'on secourait n'est pas passé? Parce que, alors la réponse bateau, je vous la donne, c'est que c'est Napoléon Bonaparte qui a mis les soins gratuits, les secours gratuits, pardon, et on dit on va pas revenir sur un truc aussi ancien, alors que moi je crois que ce sera un problème de responsabilité individuelle. Pour le Mont-Saint-Michel?
Non, pas pour le Mont-Saint-Michel, globalement. Non, mais parce qu'en montagne, si tu fais des conneries que c'est avéré, on te facture. Ah non, les secours des skieurs hors piste, c'est gratuit. Alors, dans certains cas, il faut payer une partie, mais on ne paye jamais le ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça. C'est les années 80, mais non, mais quand vous voyez le Mont-Saint-Michel, j'y suis allé il n'y a pas longtemps, c'est formidable. C'est beau. Quand vous voyez là, le cadrage qu'il y a au niveau des stationnements, des bus pour faire je me demande, c'est des abrutis, les gens. Oui. Non, mais c'est l'inconscience. Oui, mais la question, c'est pas tant de faire payer, c'est surtout ceux qui risquent leur vie. Moi, j'ai une fille qui est sapeur-pompier volontaire, j'ai des amis policiers, famille de militaires. En fait, c'est les gens qui risquent leur vie. C'est surtout ça. Après, faire payer, c'est compliqué. Parce que est-ce qu'on fait payer celui qui a un cancer parce qu'il fume? Est-ce qu'on fait payer celui qui est tombé d'un muret parce qu'il avait bu? En fait, j'ai peur de cette. Je me dis, cette notion de responsabilité qu'on l'ouvre quand même. Non, mais là, vous savez que vous êtes au Mont-Saint-Michel, vous savez qu'il y a la marée monte, vous savez, c'est la base en fait. Les gens bêtes. Il y a 10 jours, j'étais en week-end dans Bête-Somme où la marée peut monter également. Donc c'est magnifique comme endroit. Et ben on n'avait pas les horaires des marées avec des amis. On s'est dit on va marcher sur le long de la plage, mais on va pas aller. Il y avait des gens qui étaient très loin, mais comme on n'avait pas les horaires des marées, parce qu'on n'a pas trouvé où c'était affiché, et ben on n'y est pas allé. Tout le monde n'est pas comme ça. Non, c'est une histoire de culture. Moi qui suis du Sud, on met jamais un enfant près d'une piscine sans un brassard. Mes amis qui n'ont pas de piscine, qui habitaient en appartement à Paris, ils laissaient les petits jouer. Je dis, mais ils se baignent pas. Je dis, mais t'es fou, il sait pas nager, mets des brassards. Je crois que l'habitude de la mer, pour ceux qui sont grandis au bord de la mer, qui savent la faire, qui font du bateau, etc., on l'a. Je pense que pour beaucoup de gens citadins, cette notion de la campagne et du bon sens, elle n'est pas forcément. Non, mais c'est la question de se dire, généralement, ça n'arrive qu'aux autres. Oui, c'est pas du tout le cas. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Philippe David. On va revenir sur le ministre de la Justice qui a annoncé ce lundi vouloir inscrire dans la loi la possibilité d'avoir recours à une base de données ADN enregistrée par des sociétés privées, une méthode jusqu'ici interdite en France. On va en parler avec cette question du jour, Philippe. Et on vous pose cette question. Cold case, alors c'est pas très français, mais c'est pas grave. Faut-il autoriser l'usage des ADN déposés volontairement dans ces sociétés privées? Elles sont d'ailleurs souvent américaines. Et bien pour le moment, vous dites oui à 74%. D'accord. Vous voulez réagir? On attend vos appels et c'est toujours le même numéro. Avisé. Le 0826 300 300. Et on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table pour commenter cette actualité, Philippe Bilger, bien entendu, Bérangère Dubu, dirigeante de FI Courtage et secrétaire général de l'UIC, Bruno Pomar, qui est fondateur du RAID Aventure Organisation. Et je tiens à vous rappeler qu'à partir de 19h30, nous parlerons justement de cette association avec des policiers qui s'engagent sur le terrain et Philippe David, bien entendu. Tout de suite, la question du soir. Moi, j'étais ministre de l'Intérieur d'une demande qu'a fait le pôle Cold Case, donc c'est les pôles qui regardent les affaires très anciennes et qui n'ont pas de résolution, on n'a pas trouvé l'auteur de ces crimes, et ils ont demandé une coopération judiciaire au FBI. Et grâce à cette demande de généalogie génétique, aujourd'hui c'est interdit, on a retrouvé par exemple le prédateur des bois qui avait fait plusieurs viols entre 1998 et 2008. Il y a plus de 50 000 traces ADN dans le fichier du FNAEG, le fichier des délinquants sexuels et des auteurs d'homicides, qui ne trouvent pas preneur. Si nous autorisons dans la loi la généalogie génétique, alors nous pourrions résoudre une partie de ces crimes. Aux États-Unis, c'est un crime par semaine qui est résolu. Les vraies voix Sud Radio. J'ai envie de demander à l'avocat général, bien entendu, si vous permettez. L'avocat général est persuadé d'avoir raison puisqu'il s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai entendu tout à l'heure avec Philippe. Moi, je le rejoins si j'ai bien saisi votre point de vue. Tout ce qui est de nature, ma chère Cécile, à faciliter techniquement l'identification des criminels, leur interpellation, à mon agrément absolu. Tant qu'on reste bien sûr dans un cadre où la démocratie a des limites. Mais je ne vois aucune raison de refuser tout ce qui est un progrès qui va permettre à la société d'être plus tranquille et surtout de réprimer les malfaiteurs qui lui ont fait mal. Bérangère Dubu. Finalement, utiliser ce que des gens ont donné, naturellement, puisqu'ils ont donné finalement leur fichier ADN, ça me paraît sain et logique pour résoudre une enquête. Ce qui me paraît
moins sain et moins logique, c'est que des gens donnent leurs traces ADN à des sociétés privées sans savoir ce qui en sera fait après. Je trouve ça assez fou de donner ses données, son ADN à une entreprise pour faire ça de point de vue ludique, et sachant ce qu'on n'en fera pas. En revanche, qu'on s'en serve, parce que ça a été le cas pour le violeur des bois, c'est vrai, mais Élodie Kulik, qui avait été brûlée dans le Nord, c'est aussi par ce fichier central où on a retrouvé un cousin lointain et qu'on a croisé. Donc il y a énormément de crimes qui vont être résolus. Oui, ça serait logique que la justice ait accès à tous les moyens de preuve et d'éléments. Que des gens, en revanche, donnent leur ADN comme ça sans savoir me paraît surprenant. Est-ce que, Bruno Pomar, est-ce qu'il n'y a pas des risques d'erreur ? Il peut y avoir des risques, mais de toute manière, à partir du moment où on initie quelque chose de nouveau, il peut y avoir effectivement des erreurs. Mais Philippe Bilger l'a très bien dit, il n'y a aucune discussion. Si ça permet d'élucider des crimes, et quand on voit ce qu'on voit actuellement dans les médias et ailleurs, et ce qui se passe, c'est important, évidemment, de pouvoir avoir des réponses à des crimes qui sont commis, qui parfois restent sans réponse. Mais vous le feriez, Philippe, par exemple, David ou Philippe Bilger, automatiquement ou seulement sur le volontariat ? Ah non, moi je serais, à partir du moment où l'intérêt social et l'équité criminelle l'exige, moi je serais assez volontiers dans l'impérieux. Mais c'est une atteinte à la vie privée. Oui, mais alors, à partir du moment, ma chère Cécile, où on ne peut jamais arbitrer exactement entre des exigences contradictoires. Liberté, sécurité, et comme vous le dites très bien, celle-là, j'en choisis une et je vais plutôt vers celle que je viens d'indiquer. Allez, dites-nous ce que vous en pensez au 0826 300 300. Est-ce que vous seriez prêt à donner votre ADN au service de la police ? Alors, en revanche, je suis assez d'accord avec une chose qu'a dite Bérangère. Moi, je suis d'accord avec Philippe David, avec Philippe Bilger. Enfin, vaut mieux que je sois d'accord avec moi, vous me direz, parce qu'il était d'accord avec moi. Ça fait peur, hein. Mais non, mais ma langue a fourché. Je m'aime. Non, parce que quand j'ai dit, moi, pour trouver la vérité, je pense que tout est utilisable, notamment pour des cold cases avec des meurtres horribles, etc. C'est vrai que c'est quand même assez bizarre qu'on donne nos ADN pour être stockés par des entreprises américaines, mais qu'on ne serait pas d'accord pour que ce soit, par exemple, stocké en France. Je comprends pas pourquoi. Moi, je vais vous dire, j'ai rien à me reprocher. On peut me prendre mon ADN. J'ai aucun problème là-dessus. Mais aucun problème. Hein. Non, là, c'est des gens qui le donnent volontairement pour avoir des notions d'origine, ethnique, d'où ils viennent, etc. Et c'est ça. Moi, je parle pas de ficher tout le monde. Je parle que les gens qui l'ont donné, cela serve. Oui, vous allez moins loin que Philippe Bilger. Oui, moi, je parle juste que si les gens l'ont donné tous les moyens de preuve, on le prend. Je suis pas. Est-ce que vous le donneriez ? Est-ce que vous ? Mais oui, mais tu es dans l'indulgence un petit peu comme toute la gauche bien pensante, les libertés, tout un tas de choses. C'est comme les vidéos. Laissez-le parler. Comme les vidéos. Oh, on veut pas de vidéos parce qu'on me filme. Mais moi, j'ai rien à me reprocher quand je me balade dans la rue. C'est exactement pareil. Et quand il vous arrive un truc, on vous dit mais il n'y avait pas de vidéo ? Oui, c'est ça. Moi, comme on prenne mon ADN, je m'en fous, très sincèrement. Donc... En fait, c'est plus compliqué que ça. Ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, par exemple, l'ADN, tu n'as pas le droit de demander une paternité par l'ADN. Tu n'as pas le droit, quand tu es enceinte, de demander le sexe de l'enfant avant 4 mois. Donc, en fait, si on doit ouvrir cette question de génétique, il faut de crime, là. Mais c'est pareil. Pour moi, en fait, on ne peut pas l'ouvrir que sur une partie, ficher que sur une partie. Il faut réfléchir. Ça change le fondement français, quand même, qui veut que c'est un changement tellement fondamental qu'on doit bien y réfléchir et que ça s'ouvre forcément à d'autres sphères. Si c'est très clairement inscrit dans la loi, voilà, c'est organisé. En même temps, Cécile, si c'était fait... Alors là, le nombre de protestations des ligues et associations... Mais c'était bien, mais après, c'est la Ligue des droits de l'homme, la Cour européenne... Après, ça se fait, ça. Dans le cadre de crimes, il y a quand même la police qui ordonne, la justice, qu'on prélève 1000 personnes, 200 personnes. Ça s'était fait dans le Gard sur une petite fille qui avait été tuée. Oui. Ça se fait, ça existe, d'exiger des gens de donner, mais c'est la justice qui dit dans telle zone, pour telle enquête, sur tant de personnes. Ça se fait. Non, mais je vous prends un exemple, quand la petite Caroline... Je suis heureuse qu'on me traite de gauche, avant c'est le contraire. La petite Caroline Dickinson a été assassinée dans une auberge de jeunesse à Pleine Fougère il y a fort longtemps. On a retrouvé le criminel qui était espagnol aux États-Unis. Donc on l'aurait jamais trouvé en France. Une petite Anglaise qui est en voyage en France est assassinée à Pleine Fougère. Et on retrouve... Pourquoi ? Grâce à l'ADN. Et grâce à Van Riebeeck et à un policier exceptionnel. Absolument, vous avez raison de le rappeler, parce que le juge Renaud Van Riebeeck a lancé une commission rogatoire internationale, et comme on avait l'ADN du criminel en France, on s'est rendu compte qu'il avait été criminel sexuel
aux USA et que donc c'est comme ça qu'on l'a récupéré. Moi je le dis, alors vous le dites, moi ça me poserait problème, moi on peut me demander mon ADN, j'ai pas de problème dans ce domaine. Alors en revanche, avec un garde-fou, faut surtout pas qu'on nous clone, etc. Parce que là après, ça serait pas joli. Non, surtout de Philippe David sur plateau. Ouais. Non mais je vous en prie. J'ai un chiffre intéressant, nombre de Français qui ont déjà fait un test ADN à visée généalogique entre 1,5 et 2 millions, ce qui est quand même assez... énorme, c'est très bien fait. Vous l'avez fait, vous, Philippe ? Je l'ai fait. Et alors ? Eh bien, vous venez d'où ? Bon, je viens du Nord, quoi. C'est-à-dire du Nord de l'Est. Hollande. C'est étrange. C'est étrange. Vous êtes hollandais ? Oui. Spreek Vlaams ? Ja, d'accord. Et vous l'avez fait, Bérangère ? Non, mais c'est très bien fait. C'est passionnant de voir pourquoi je le fais pas ? Non, parce que ça me gêne de donner mes données privées à des sociétés étrangères. C'est interdit en France aussi de faire ça. Donc, vous voyez, moi qui suis légaliste, pour le coup, c'est interdit en France. Le faire à l'étranger, je le fais pas trop. Et vous ? Non, mais je vais le faire. Moi, j'aimerais être cloné en Philippe Bilger. Non, mais vous avez regardé sur votre généalogie, non ? Pardon ? Vous avez fait un test ADN pour votre généalogie ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non, lui, son accent suffit, quoi. Philippe alors, moi, je veux dire, j'aurais très envie de le faire, mais je l'ai pas fait parce que je sais pas ce qu'une entreprise américaine va faire de mon ADN. On est pareil. Et c'est ce qui me pose problème. Et je vous dis, si après... Vous voulez qu'il en fasse ? Je sais pas si après, vous avez un docteur Folamour qui essaye de vous cloner ou un truc comme ça. Tu parles, ils ont envie d'avoir Philippe David aux USA, là-bas. Mais ce serait un hommage, mon cher Philippe. Bah non, mais je sais pas. Qui ferait ça. Mais qu'est-ce que vous avez contre moi aujourd'hui ? C'est chouette. Mais parce que vous êtes unique, Philippe David. On est tous uniques. Vous êtes unique. Philippe Bilger est unique. Non, mais vous spécialement, je vous assure. Moi, j'aimerais bien me cloner. Ah oui ? Mais j'aimerais bien qu'il y ait des petits Bruno Pomar partout, quoi. Ah bah, il y a une autre méthode. Ça, on sait pas. Faut pas nous lancer ce genre de... lundi. Voilà, c'est que lundi. Allez, les amis, vous restez avec nous tout de suite. L'idée qui marche. Les vraies voix Sud Radio. Et on va vous parler de sport. Le Limoges CSP, qui devient le premier club de basket masculin en France à adopter la qualité de société à mission. Et Thomas Jacquemy est avec nous, directeur exécutif du Limoges CSP. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Bonsoir. C'était un club mythique, c'est important de le dire. Et c'était un club en tout cas qui n'allait pas très bien. Et là, vous avez trouvé une voie tellement intéressante et tellement intéressante, oui, je veux le dire, sur la mission, l'importance aujourd'hui d'un club de s'engager en tout cas pour le sport et d'en faire une mission. Oui, le Limoges CSP, c'est évidemment un club iconique, mythique, qui a un parcours sportif incroyable, un passé très chargé en émotions positives, mais aussi, vous l'avez dit, négatives. Et en fait, dans les leçons qu'on a pu tirer du passé, il était nécessaire aujourd'hui de reconstruire le club autour de quelque chose qui dépasse un peu le sport. D'abord parce que le club a besoin de moyens pour se reconstruire. Et il a aussi besoin de finalement dépasser un petit peu. Il a toujours été pionnier. C'est le premier club à remporter une Coupe d'Europe. Absolument. Il est vraiment, comme on dit, il fait partie de ceux qui peuvent prétendre à ce titre, jamais les premiers. Et là, l'idée, c'était aussi d'être en quelque sorte un peu pionnier. On l'a fait surtout parce que on veut apporter au club en fait une dimension un peu supérieure, retrouver de la force localement, mais aussi nationalement. Et pourquoi pas, si on y arrive, rejouer une Coupe d'Europe. Et pour tout ça, il faut des moyens. Et aujourd'hui, pour séduire les entreprises, il faut un peu plus que du sport. Il faut apporter des valeurs, du sens. Et c'est ce qu'on a fait en créant cette société à mission. Mais comment cette idée vous est venue et est-ce que ça change radicalement par rapport aux sociétés classiques dans le sport ? Oui, en fait, c'est une façon d'être un peu plus convaincant que simplement améliorer, on va dire, sa politique d'engagement ou sa politique RSE, comme on dit. En fait, en devenant entreprise à mission, on change les statuts du club et on ancre ce qu'on appelle une raison d'être dans les statuts du club. C'est-à-dire que l'objet social, c'est plus seulement faire du basket. Ça devient aussi faire du basket, bien sûr, être performant, mais évidemment d'être fort aussi sur les parquets, mais également en dehors. Et donc ça devient juridiquement un vrai engagement avec notamment des engagements qu'on a pris, 5 en particulier, sur des thématiques qui correspondent à celles du club et son ADN. Et vous avez raison, parce que les entreprises aujourd'hui s'engagent énormément sur des sujets. Vous pensez que ça peut inspirer d'autres, le football, le tennis, pas le tennis parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe, mais est-ce que ça peut irriguer en tout cas le monde du sport français et même international ?
Moi, à titre personnel, je l'espère parce que, en fait, je pense que les acteurs sportifs professionnels, les clubs sportifs professionnels, sont ceux qui peuvent le faire de la façon la plus sincère possible. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on est proche de notre communauté. Donc, on est, de toute façon, je dirais presque naturellement, dans cette démarche, on va dire, sociétale. On ne pourra pas être, évidemment, un acteur, on va dire, déterminant sur le changement, par exemple, sur l'engagement climatique, ou sur notre part, en fait, du réchauffement et ses conséquences. Mais en tout cas, si on peut arriver à être non seulement convaincant, impactant, mais aussi montrer l'exemple, ce sera tout à fait intéressant parce que je pense que d'autres clubs auront l'envie de suivre ce mouvement-là. Est-ce qu'on vous parle encore de cette nuit magique où vous êtes devenu le premier club français de sport collectif champion d'Europe quelques jours avant l'Olympique de Marseille en 93 en gagnant l'Euroleague? De toute façon, tous les gens de ma génération, comme moi, qui a plus de 50 ans, le sont complètement. Maintenant, le club veut être un acteur engagé et veut pas renier ses racines, mais veut être porté vers l'avenir. Et c'est une façon aussi de non pas tourner la page, mais de continuer cette histoire de pionnier en ouvrant cette fois-ci un chapitre qui va au-delà du sport. C'est très très bien, introduire l'humanisme dans le sport. Je trouve ça génial. Le foot en aurait bien besoin. Absolument. Et je rappelle que depuis plus de 90 ans, le CSP est un symbole de fierté populaire à Limoges. Merci beaucoup Thomas Jacquemier d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur exécutif du Limoges CSP. Et puis bien sûr, vous viendrez nous en reparler. Moi, je peux rien dire. Non, vous pouvez rien dire. J'étais au Cercle Saint-Pierre, moi. Oui, et alors? À Limoges, à SPTT Limoges, mais j'étais lutteur avec André Bouchoul. D'accord, si c'est pour dire ça. Non, parce que désolé, vu votre taille, on m'aurait dit que vous jouiez au basket, j'aurais pas cru. Voilà. Thomas Jacquemier, merci beaucoup. Merci bien sûr. Et bien sûr, je vous le disais, on vous rappellera pour savoir où ça en est. Et puis, au début de cette émission, on s'est dit, tiens, si on offrait des cadeaux. Et puis, on va regarder, je crois qu'elle s'appelle Béatrice, et elle nous vient d'Albi. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, et j'ai envie de dire, Béatrice, que vous êtes la gagnante. Bravo. Une semaine avec Philippe David. Non. Vous avez, écoutez bien ce que vous avez remporté, votre lecteur de livres audio de la marque Prose. C'est le premier lecteur de livres audio simple, sans appli, sans écran, avec plus de 20 000 livres disponibles. On est très heureux de vous l'avoir offert, en tout cas, cette belle marque Prose. Et puis quand vous lirez, vous penserez à nous, j'espère, Béatrice. Oui, on nous écoute souvent, vous êtes super. Oh, merci. Merci Béatrice. Tous? On est tous ou pas? Oui. Les filles surtout. Oui, tous. Les filles, surtout Béatrice. Et tout Sud Radio. Merci à vous. En tout cas, on vous fait de très gros bisous, Béatrice. On est très heureux de vous offrir ce très joli cadeau. Et on vous attend bien entendu à partir de demain matin, toute la journée à l'antenne. Nous écoutez, vous nous rappelez quand vous voulez. Et merci beaucoup. Philippe Bilger, merci. Bérangère Dubu, merci beaucoup. Bruno Pomar, vous restez avec nous dans un instant. On va parler de l'engagement avec Bruno Pomar, l'engagement et du lien population et police, et vous allez voir que c'est un travail incroyable depuis plus de 30 ans. On en parle avec Philippe David, Bruno Pomar et deux personnes qu'on a hâte d'entendre qui seront avec nous dans un instant. Soyez les bienvenus, on revient dans un instant, tout de suite. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.